Dans cette vidéo, nous revenons plus en détail sur une notion que nous avions brièvement abordée quand nous avons parlé de déclaration de variables, c'est la notion de type. En effet, le C++ c'est un langage où les données doivent être typées. Alors dans les exemples précédents, nous avons vu qu'il y avait un type pour les nombres entiers qui s'appelait int, et un type pour les nombres réels qui s'appelait double, mais nous allons maintenant étudier cela plus en détail. Mais qu'entendons-nous par type? Eh bien, essentiellement deux choses. D'une part, un type va nous permettre de définir la manière dont les données sont stockées en mémoire, combien de bits, donc de nombres binaires on utilise pour les stocker, comment est-ce qu'on les code. Et d'autre part, quelles opérations seront possibles sur les données de ce type. Par exemple, sur des nombres entiers ou réels, on va pouvoir faire addition, soustraction, multiplication, division, même si la division ne voudra pas dire la même chose pour les entiers et les réels. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons essentiellement à la première partie, donc comment c'est stocké en mémoire. Nous parlerons des opérations dans la vidéo suivante. Les types que nous verrons dans ce chapitre sont essentiellement les types fondamentaux ou de base qui permettent de stocker des données simples. Ces types fondamentaux, il y en a 5 sortes. Il y en a beaucoup plus parce qu'il y a des sous-sortes, mais il y en a 5 sortes. Tout d'abord, les caractères typographiques, donc des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, mais tout ce qui peut être affiché, et qui nous permettra de manipuler du texte. En deuxième lieu, les nombres entiers, et en troisième lieu, les nombres réels. Et avec ces deux types de nombres, nous pourrons faire des calculs. Ensuite, les booléens, donc les valeurs vraies ou faux, que nous verrons plus en détail au chapitre 3, et qui nous permettent essentiellement de faire des opérations logiques, des et, des ou, et ce genre de choses. Et enfin, des adresses mémoire, qu'on appelle aussi pointeurs, et que vous verrez surtout en détail au prochain semestre. Les types fondamentaux, cela dit, ne sont pas les seuls qu'on peut utiliser en C++. Il existe aussi des types composés, qui sont définis par les programmeurs, ou bien qui ont été définis par d'autres programmeurs, c'est-à-dire qui sont fournis par des librairies. Et ces types composés vous permettent de stocker des données plus complexes. Alors nous en verrons plusieurs. Nous verrons les tableaux au chapitre 5, les chaînes de caractères au chapitre 6, et puis nous verrons comment définir nous-mêmes des types. Ça se fait sous forme de classe en C++ au chapitre 7 et suivant. Mais revenons donc sur les types fondamentaux qui nous intéressent ici. Il y en a 5 sortes. Tout d'abord les caractères, qui représentent un seul caractère comme une lettre A, B, C, etc. Un caractère spécial comme dollar, euro, n'importe. Voire des chiffres, mais des chiffres dans leur représentation graphique et non pas dans leur représentation calculable. Le type de base pour ces caractères, c'est char, mais il y aura d'autres types possibles pour stocker des caractères étendus, donc des caractères qui ne sont pas codables sur 8 bits. La deuxième sorte de type fondamental, ce sont les nombres entiers, donc, qui permettent de stocker des valeurs entières, alors ça peut être -7, 1024, n'importe. Et dans ce cas-là, le type de base, on l'a déjà vu, c'est int, l'abréviation anglaise de integer. Mais on peut la qualifier. Alors on peut la qualifier de deux manières. Il y aura tout un ensemble de qualificatifs qui nous indiquent la taille, donc le nombre de bits utilisés pour le stocker. Un entier, il peut être short, il peut être long, il peut être long. Et ensuite, le fait qu'il soit signé ou pas. Alors par défaut, ils sont signés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être positifs ou négatifs, mais on peut aussi les définir unsigned, donc non signés. Enfin, il y a une série de types qui permettent de représenter les nombres réels, donc des nombres tels que 3.14, 0.01, voire également -7, mais dans une représentation qui permettrait de stocker des nombres après la virgule. Alors le type de base pour les réels, c'est double, mais il existe d'autres types qui permettent une représentation plus ou moins précise. La quatrième sorte de type fondamental, ce sont donc les booléens, qui permettent de stocker une valeur qui est soit de vraie, soit de fausse, et qui se stocke donc sur un seul bit. Elle pourra prendre deux valeurs, donc true ou false en anglais. Alors il y a un seul type booléen qui est disponible et qui s'appelle bool. Enfin, il existe un dernier type fondamental qui est celui de pointeur, mais que vous verrez surtout au prochain semestre, en C++ dans le cours d'ASD et en C dans le cours de PRG2. Alors ces pointeurs, essentiellement, ils stockent une adresse dans la mémoire qui sera typiquement représentée par un binaire de 32 ou 64 bits selon l'OS.
Alors pour définir un type pointeur, en fait il suffira d'ajouter une étoile derrière le type des données qui sont représentées dans la mémoire à cet endroit-là. Donc par exemple, int étoile, ça stockera l'adresse d'une variable de type int. Double étoile stockera l'adresse d'une variable de type double. Éventuellement, int étoile étoile permettra de stocker l'adresse d'une variable de type int étoile, où vous trouverez donc l'adresse d'une variable de type int. Intéressons-nous d'abord au type entier. Donc en mémoire, les entiers sont stockés sous forme binaire, donc en base 2, avec uniquement les chiffres 0 et 1, en opposition à ce que nous avons l'habitude de travailler en base décimale, avec les chiffres de 0 à 9. Donc le chiffre binaire, qui peut être 0 ou 1, on l'appelle le bit. Et on ne peut pas en général accéder directement à un bit unique en mémoire. Normalement, les ordinateurs sont conçus pour qu'on y accède par groupe de bits, c'est plus efficace. Et le plus petit groupe adressable, on va l'appeler un byte. Et normalement, les bytes, ils sont composés de 8 bits, et donc on les appelle en français des octets. Tout d'abord, notons que le nombre de bits que nous utilisons pour représenter un entier va déterminer le nombre d'entiers qui sont représentables. Donc typiquement avec n bits, on va pouvoir représenter 2 exposants n nombres. Et avec m octets, on va donc représenter 2 exposants 8m nombres, puisqu'il y a 8m bits dans m octets. Notons aussi que les entiers peuvent être signés ou non signés. Donc un entier non signé sera toujours positif, tandis qu'un entier signé peut être positif ou négatif. Alors pour les entiers signés, il faut évidemment utiliser un des bits pour stocker le signe, plus ou moins. Et donc avec n bits, on pourra représenter de 0 à 2 exposants n-1 pour un type non signé. Donc par exemple pour un octet de 8 bits, on pourra représenter de 0 à 255. Tandis que si on travaille avec des nombres signés, eh bien on pourra représenter de moins 2 exposants n-1 à 2 exposants n-1 moins 1. C'est-à-dire pour un octet de moins 128 à 127. Le C++ nous fournit un certain nombre de mots-clés qui nous permettent de spécifier le signe et le nombre de bits qui vont être utilisés pour représenter nos entiers. Alors pour le nombre de bits, on va pouvoir qualifier nos entiers int en disant qu'ils sont short, en ne spécifiant rien, ou en disant qu'ils sont long, ou bien long. Et pour le fait qu'ils soient signés ou pas, on va pouvoir spécifier signed ou unsigned. Par ailleurs, il faut préciser qu'on peut également utiliser le type char, donc le type des caractères, pour faire des calculs avec des valeurs entre 0 et 256, ou entre moins 128 et 127. Enfin, il faut dire que si l'on peut spécifier absolument si un type est signé ou pas, on ne peut pas le faire pour la longueur. Les qualificatifs short, long et long nous permettent de spécifier un nombre minimum de bits qui seront disponibles, mais libre au compilateur d'en fournir plus. Alors si on met tout cela ensemble, on obtient le tableau suivant, où on a d'abord tous les types signés suivis de tous les types non signés. Et donc, du plus court au plus long, on va avoir signed char, signed short int, signed long int et signed long int. Et de même pour les types non signés. Alors vous noterez que dans les noms des types, certains apparaissent en italique. C'est parce qu'ils sont optionnels. Donc le type signed char, vous n'avez pas le choix, vous devez écrire signed char. Mais vous pouvez ne pas écrire signed ou ne pas écrire int quand vous écrivez signed short int. Donc le type signed short int, vous pouvez l'écrire signed short, short int, short, ou bien signed short int. De même pour signed long int et signed long int. Signed et int sont optionnels. Pour le type signed int, vous avez le choix en fait. Vous pouvez faire soit juste sign, soit juste int, soit signed int. Mais donc par défaut, si vous ne spécifiez pas le type, les types sont signés. L'exception à cette règle, c'est le type char, où il est nécessaire de spécifier si on veut qu'il soit signé ou pas. Si vous ne le spécifiez pas, cela va dépendre typiquement du processeur sur lequel votre code tourne. Sur ARM et PowerPC, par défaut, ce sera non signé, tandis que sur Intel, par défaut, ce sera signé.
Si nous regardons la colonne de droite, nous voyons les garanties que nous avons en termes de nombre de bits disponibles pour les différents types. Alors, pour le premier, char, nous voyons que ça correspondra à un byte, donc à la plus petite unité de mémoire adressable, et ce sera au moins 8 bits, mais il peut y avoir des architectures exotiques sur lesquelles ce sera plus. Il en existe par exemple à 9 bits. Pour le type signed, nous voyons que ce sera garanti d'être au moins aussi grand qu'un char, et au moins 16 bits. En pratique, ce sera 16 bits dans l'immense majorité des cas. Je connais une exception, ce sont les ordinateurs, les superordinateurs Cray qui utilisent 64 bits pour tous les types entiers. Donc vous ne pouvez pas être certain que c'est exactement 16 bits, mais ce sera au moins 16 bits. Ensuite, on vient au type entier, donc int, simple. Alors lui, typiquement, il fera 32 bits, mais ce n'est pas garanti. Ce sera au moins 16 et au moins plus que ou égal à short. De nouveau, dans l'immense majorité des cas, ce sera 32, mais il y a des exceptions. Sur des très vieilles machines, par exemple sur les Apple Macintosh des années 80, vous pouvez avoir des entiers représentés sur 16 bits. Et puis évidemment, de nouveau sur les superordinateurs, ce sera assez courant d'avoir des entiers sur 64 bits, même sur des systèmes Sun comme le Spark 64 par exemple. Pour le type long int, vous avez une garantie d'au moins 32 bits. Et ce sera sans doute le type sur lequel on aura plus de variance entre 32 et 64 bits. Parce que typiquement sur Linux, sur macOS, vous aurez 64 bits pour tous les long int. Mais typiquement sur Windows, Microsoft Visual C++ par exemple, va tout vous compiler avec des long int de 32 bits. Donc ça, ce sera le type sur lequel on aura plus de variantes sur des ordinateurs courants. Enfin, nous avons le type long, qui est garanti d'être plus grand que long et plus grand égal à 64 bits. En pratique, sur à peu près tous les modèles de données, vous aurez effectivement 64 bits disponibles. Alors en pratique, quel intervalle de valeur sera représentable par un type donné? Eh bien, ça va dépendre du compilateur, du système d'exploitation, du processeur. Si on prend l'exemple du type long-int, donc le entier long signé, il va être représenté avec 4 octets sous Windows, que ce soit un Windows 32 ou 64 bits et que ce soit compilé avec Visual C++ ou GCC. Par contre, la même machine, si vous installez un Linux dessus et que vous compilez avec GCC, alors ce sera représenté avec 8 octets. De même, sur macOS, ce sera également représenté sur 8 octets. Et donc, si on affiche la plus basse valeur et la plus haute valeur, on verra plus tard qu'on peut le faire avec numeric limits, eh bien on voit ici qu'on peut représenter des valeurs typiquement allant de moins 2 exposant 63 à 2 exposant 63 moins 1. Donc les intervalles typiques pour les différents types d'entiers, en supposant que char utilise 8 bits, short 16, int 32, long int soit 32 soit 64 et long 64, ça nous donnerait pour les types signés de moins 128 à 127 pour le char, de moins 32 000 à 32 000 pour le short, de moins 2 milliards à 2 milliards pour le int, et de moins 9 milliards de milliards à 9 milliards de milliards pour le long. Le long étant soit comme int, soit comme long. Et pareil pour les types non signés, ça va de 0 à 255, de 0 à 65 000, de 0 à 4 milliards et de 0 à 18 milliards de milliards. Alors, quel type utiliser en pratique? Char et short ne vous donnent vraiment pas beaucoup de nombres disponibles et donc en général on va utiliser au moins int. Si vous avez vraiment besoin de plus que quelques milliards de valeurs, il faudra utiliser long. Par exemple, si vous voulez compter le nombre d'humains sur Terre, vous avez besoin de plus que l'int. Après, il y a un certain nombre d'applications où les données en entrée sont naturellement limitées à 8 ou 16 bits. Ce sera particulièrement le cas quand vous traitez des images, par exemple. Typiquement, chaque composant de couleur bleu, vert et rouge seront représentés sur un char. Ou bien si vous traitez du son, où vous aurez vraiment plus qu'un short. Si on prend par exemple la qualité CD standard pour le son,
eh bien, les données correspondent à 44 100 entiers capturés par seconde, et chacun de ces entiers est codé sur 16 bits. Alors, comme ces limites peuvent varier, le mieux c'est de vérifier quand vous avez besoin de vraiment être sûr. Et pour vérifier, il y a deux méthodes qui sont fournies par deux librairies différentes, une qui s'appelle climits et une qui s'appelle limits. Alors la librairie climits vient du langage C et définit un certain nombre de constantes, en fait ce sont des macros, mais c'est la même chose. Short min, short max, int min, int max, uint min, uint max, etc. qui vous donnent les valeurs limites des différents types. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'ils sont abréviés. Donc short min, c'est la plus petite valeur possible d'un short. En pratique, nous n'avons pas utilisé ces définitions-là parce qu'elles correspondent vraiment au langage C. On va plutôt utiliser la manière C++ de le faire. Et la manière C++ de le faire, c'est défini dans la librairie limits, sans le C de départ. Et donc, on va, pour savoir la longueur, enfin, la plus petite valeur représentable et la plus grande valeur représentable par un type donné, eh bien, on va utiliser numeric limits. Et donc, ce sera numeric limits plus petit, le nom du type, alors ça peut être int, short, unsigned, short, long, pardon, etc. Suivi du signe plus grand, deux points, lowest, ouvrez les parenthèses, fermez les parenthèses, pour la plus petite valeur représentable, et puis la même chose avec max pour la plus grande valeur représentable. Ce type entouré de plus petit, plus grand, ça correspond à la notation des classes génériques en C++, ce que nous verrons au chapitre 8 si je ne me trompe. Alors comme tout cela c'est un petit peu compliqué, si vous avez vraiment besoin d'un nombre de bits précis, depuis C++11 et en C depuis C99, la librairie C Standard Int, elle vous permet de spécifier le nombre de bits exact que vous voulez avoir pour représenter vos entiers. Alors ce sera int suivi du nombre de bits, donc 8, 16, 32 ou 64, souligné T, ou uint pour les versions non signées. Le problème de ces types, c'est que le standard les définit comme étant optionnels, c'est-à-dire qu'ils ne vont exister que s'il y a un des types fondamentaux, donc char, short, int, long ou long, qui a ces longueurs-là. Sinon, le compilateur a le droit de ne pas les définir. Et donc, quand vous les utilisez, vous rendez éventuellement votre code moins portable. Par contre, C++11 va nous garantir l'existence d'un certain nombre de types qui nous permettront de spécifier le nombre de bits que nous voulons, mais ce sera au moins ce nombre-là. Alors, il y a deux nommages possibles. Ce sera int ou uint, suivi de souligné, suivi de fast ou list, suivi du nombre de bits, suivi de souligné, suivi de t. Alors, si vous spécifiez fast, vous aurez un type signé ou non signé selon que vous mettez int ou uint, mais d'au moins le nombre de bits que vous avez demandé. Mais ce sera le type sur lequel les calculs sont les plus rapides. Et souvent, par exemple, si vous travaillez sur une machine 32 bits, eh bien, ce sera plus rapide de faire des calculs avec 32 bits qu'avec 8 ou avec 16. Et donc, int fast 8 ou int fast 16 vous donnera un entier de 32 bits. L'alternative, ce sera list. Alors, vous aurez un type signé d'au moins le nombre de bits que vous avez demandé, mais utilisant le moins de bits possible. Donc int list 8, ça vous donnera au moins 8 bits, mais probablement juste 8 bits, à condition qu'un des types fondamentaux, donc char, short, int, long ou long, ait exactement 8 bits. La même chose pour int 16, qui vous donnera un entier d'exactement 16 bits, à condition qu'un des types fondamentaux ait 16 bits. Sinon, il vous donnera le plus petit type fondamental, qui a au moins 16 bits. Donc, tous ces types sont des alias des types de base, donc des synonymes des types de base. Et alors, l'avantage, c'est qu'on est sûr qu'ils existent, mais la seule garantie, c'est qu'il y a au moins le nombre de bits demandés, mais il peut éventuellement y en avoir plus. Alors, en pratique, après tout cela,
En général, on utilisera simplement le type int. Ça permet de calculer de moins 2 milliards à 2 milliards pour un coût en mémoire qui n'est pas énorme de 32 bits. Donc avec 4 Go de RAM, vous pouvez stocker 1 milliard de variables de type int. Mais on fera attention au fait que c'est quand même limité. Il y a clairement des cas où ce ne sera pas suffisant. Par exemple, si vous voulez calculer la population mondiale, elle est de 7 milliards d'habitants, et donc vous ne pouvez pas la représenter dans un type int. L'autre chose, c'est que 4 octets, c'est quand même pas tout à fait négligeable. Et il y aura des cas, typiquement de traitement d'image, de traitement de son, des choses comme ça, où travailler avec 1 ou 2 octets, c'est sensiblement mieux. Voyons maintenant plus brièvement les types qui permettent de stocker des nombres réels. Alors le C++ en fournit 3 essentiellement: float, double et long double. Alors float, ça correspond à ce qu'on appelle la simple précision, double à la double précision, et long double à la précision étendue. Alors le nom float, il provient de l'anglais, c'est l'abréviation de floating point, qui en français correspond à virgule flottante. Alors on dit point en anglais et virgule en français, parce que le sigle qu'on utilise pour séparer la partie entière de la partie décimale n'est pas le même en français et en anglais. Alors si on veut comprendre ce concept de virgule flottante, considérons par exemple les nombres 29 600, 2,96 et 0,0296. En fait, on peut tous les représenter d'une manière similaire. On a une séquence de chiffres significatifs, 296, et puis une indication de la position de la virgule, qui nous dit finalement la valeur qui est multipliée par 10 exposant quelque chose. Ce quelque chose nous dit à quel point il faut décaler la virgule à gauche ou à droite. Donc on dit que la virgule, elle bouge, elle flotte. Alors pour les ordinateurs, c'est la même chose, sauf que plutôt que de travailler en base 10, ils travaillent en base 2. Mais on aura une séquence de chiffres significatifs suivie d'une indication de la position de la virgule dans cette séquence de chiffres significatifs, mais le tout en base 2. Vous aurez plus de détails sur cette manière de représenter les nombres en mémoire dans le cours de système logique. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe pratiquement avec nos 3 types du C++, donc float, double et long double. Et tous ces types, en fait, ils vont être codés avec 1 bit pour le signe, un certain nombre de bits pour la mantis, ça correspond au 296 dans l'exemple précédent, et un certain nombre de bits pour l'exposant, qui code la position de la virgule dans la représentation en virgule flottante. Alors en pratique, pour les types float, double et long double, on a droit donc 32 bits, 64 bits et 80 bits de disponibles, qui se répartissent comme suit. Alors pour les 32 bits du float, on aura toujours 1 bit pour le signe, mais 23 bits pour la mantis et 8 pour l'exposant. En double, on aura 52 bits pour la mantis et 11 pour l'exposant. Et en long double, on aura 64 bits pour la mantis et 15 pour l'exposant. Le nombre de bits disponibles pour la mantis nous donnera la précision, donc le nombre de chiffres qui sont significatifs. Alors si on exprime cette précision en termes de chiffres décimaux, donc en base 10, on voit qu'avec des floats, on aura de l'ordre de 6 chiffres décimaux significatifs, donc de l'ordre du millionième, tandis qu'en double, on en aura 15, et en long double, 17. Par ailleurs, le nombre de bits de l'exposant va nous dire quels sont les plus grands et plus petits nombres représentables. Pour float, on a 8 bits pour l'exposant. Et ça va nous permettre de représenter des valeurs qui iront de l'ordre de moins 10 exposant 38 à 10 exposant 38. Ça, c'est si on considère l'intervalle des valeurs complètes. Si on s'intéresse uniquement au nombre positif, strictement positif, le plus petit nombre strictement positif sera de l'ordre de 10 exposant moins 38. Et on pourra évidemment aller jusqu'à environ 10 exposant 38. Pour double, on a 3 bits supplémentaires, ce qui nous permet d'encoder à peu près 8 fois plus. Et donc, on ira de moins 10 exposant 308 à 10 exposant 308. Il faut noter que le fait qu'un nombre réel soit représenté en mémoire avec un nombre fini de bits
Ça a comme conséquence qu'en général, ce n'est qu'une approximation de ce nombre qui peut être stocké. Plus le nombre de bits utilisés pour la représentation sera grand, et meilleure sera l'approximation. Ainsi, un nombre réel qui est stocké dans une variable de type double sera plus précis que ce même nombre stocké dans une variable de type float, puisqu'on aura 32 bits de plus pour le stocker. Pour illustrer ce problème, nous allons stocker la même valeur réelle, un dixième, dans une variable f de type float et dans une variable d de type double. Alors, si en utilisant l'outil qui est lié dans les commentaires de cette vidéo, je regarde ce que cela donne en représentation binaire, un dixième va en binaire être représenté par une mantis dans laquelle je stocke à peu près 1,6, mais je ne peux pas le stocker exactement parce que 1,6, je ne peux pas le représenter exactement en binaire, et un exposant qui est 2 exposant moins 4, donc un 16e. Donc c'est 1,6 fois 1 16e ma représentation. Sauf qu'1,6, je ne le représente pas exactement. Je représente en fait la valeur 1,6 suivi de 6 zéros, suivi de 2, 3, 8, 4, etc. Donc le nombre binaire représentable en float le plus proche de 0,1 que je pouvais utiliser me laisse quand même une erreur de conversion qui est de l'ordre du milliardième. Alors si en C++ je demande d'afficher ces nombres f et d avec 20 chiffres après la virgule en décimale, je peux le faire en ajoutant cette precision dans mon flux d'affichage. Eh bien, il va me reconvertir cette représentation binaire en représentation décimale avec toute la précision que je lui demande. Et donc, je vais afficher pour f quelque chose qui ressemble bien à 0,1, mais qui commence à diverger à partir du milliardième. Et en double, j'aurai une meilleure précision, puisque mon erreur de conversion de décimale 0,1 à double, en double précision avec une mantis beaucoup plus longue, va me donner plus de chiffres significativement corrects. Alors, le fait qu'un nombre réel ne puisse pas être représenté de manière exacte, ça va engendrer différents problèmes. En particulier, le test d'égalité entre deux réels va être assez problématique. Et on verra ça en détail au chapitre 3, quand on verra les tests. Mais les détails de la représentation de nombres réels en mémoire et les propriétés qui en résultent, vous les verrez plus en détail dans le cours de système logique. Tout comme pour les entiers, on peut demander à la librairie limits de nous donner les valeurs limites pour les nombres réels, selon le type que nous utilisons. Alors il y a une nuance par rapport aux nombres entiers. Pour les nombres réels, il faut distinguer deux fonctions. La fonction lowest qui va nous donner la valeur négative de plus grande valeur absolue, et la fonction min qui va nous donner une valeur strictement positive de plus petite valeur absolue possible. Donc si on regarde pour le type float, on voit que lowest nous renvoie à moins 3 fois 10 exposant 38, donc un très grand nombre négatif. Tandis que min nous renvoie 1,17 fois 10 exposant moins 38, donc un nombre positif minuscule. Max, quant à lui, renvoie toujours la même chose, la plus grande valeur représentable. Alors là, il faut faire attention parce que on a parfois tendance à utiliser l'une pour l'autre, parce que pour les nombres entiers, lowest et min vont nous renvoyer strictement la même valeur. Mais pour le nombre réel, ce sont des valeurs extrêmement différentes. Cela dit, en pratique, dans la plupart des cas, nous allons nous contenter d'utiliser toujours le type double pour stocker nos réels. Il y aura quelques cas particuliers, je pense par exemple dans mon cours de 3e année sur le rendu graphique 3D, on peut utiliser le type float pour accélérer les calculs graphiques. Mais donc il y a des cas où soit la vitesse, soit la taille mémoire seront critiques, et dans ce cas-là, on pourra éventuellement utiliser float. On peut imaginer des cas où la précision serait critique et où long double s'imposerait. Mais le plus important pour les nombres réels, c'est de se souvenir que ces nombres ont une précision limitée et que cela a plein d'applications quand on veut comparer le résultat de différents calculs. Typiquement, comparer avec des égalités sur des nombres réels, ce sera quelque chose à éviter.